Je me sens un peu chez moi parce que je l'indiquais à certains d'entre vous tout à l'heure. Je suis comme tous les Parisiens, je ne suis pas parisien. Et je suis fondamentalement originaire du Cantal. Et vous savez que le Cantal, c'est ce département très perdu pour vous à l'ouest, au bout du monde, mais qui fait maintenant partie de votre région. Et on est ravis d'en faire partie parce que votre région est une région forte et dynamique. Alors, je voudrais vous parler de deux choses. Premièrement, rapidement, sur qu'est-ce que c'est que le CCNE et comment ça marche et qu'est-ce qu'on a comme vision, puisqu'il y a un nouveau président, donc c'est normal que j'ai un peu de vision, et pour en effet la révision de la loi bioéthique de 2018. Et puis ensuite un deuxième thème où je voudrais vous parler de comment face à une série de points d'interrogation ou de rapports qui sont en train de sortir sur la médecine du futur, qui sont des choses très fortes. Comment on pourrait aussi proposer, et je souhaite que le CCNE le propose, mais pas tout seul bien sûr, un rapport sur, ou un rapport, pas un rapport d'ailleurs, mais sur le patient du futur. Alors, le CCNE, bon, c'est une structure donc, de coordination nationale autonome, elle comprend 39 membres plus son président, on se réunit tous les mois, il y a évidemment comme partout des groupes de travail qui s'emparent de différents sujets, c'est une structure qui est autonome, le président est nommé directement par le président de la République, les membres sont nommés soit par des ministères, soit par les grandes institutions de recherche où représentent les grands courants de pensée. J'ai en face de moi une bande d'intellectuels de très haut niveau qui sont pour un tiers, un peu plus d'un tiers des médecins et des chercheurs, un tiers des philosophes et un tiers des juristes. Ce qui m'a frappé en arrivant, moi qui arrive de 25 ans d'histoire du sida, c'est que la société civile est assez peu représentée. Les experts, je le dis souvent, ils adorent les experts, parce qu'ils sont à l'aise. Et même dans les groupes de travail du CCNE, je suis frappé par le fait qu'on écoute, bien sûr, les ONG sont parfois un peu écoutées, mais fondamentalement, c'est quand même un travail d'expertise. Ce qui est nécessaire, ce qui est fondamentalement nécessaire, qui est une vraie pensée à un niveau national, autonome, intellectuel, de réflexion. Il n'est pas question du tout de remettre ça en question. Mais en tout cas, la révision de la loi bioéthique est peut-être un moment sur lequel la société civile, et même je souhaiterais faire entrer au sein du CCNE, à l'occasion de cette révision de la loi bioéthique, une présence un peu plus forte de la société civile, parce que fondamentalement, c'est dans mon ADN d'avoir travaillé avec les ONG, les associations de patients, et je pense qu'il y a matière à les introduire. Alors, il y a deux grands courants qui construisent la pensée du CCNE. Le premier, il vient de la recherche et de l'innovation technologique, des avancées de la recherche. Comment elles peuvent modifier ensuite et poser de nouvelles questions d'éthique. Par exemple, le génomique, est-ce que les tout nouveaux outils de la génomique vont-ils pouvoir être utilisés sur, non pas seulement les cellules somatiques, mais les cellules germinales? Est-ce qu'on va toucher au fin fond, finalement, et quelles seraient les conséquences éventuelles et sociétales? On a un groupe de travail aussi sur les big data, et on va en reparler. On a un groupe de travail qui était sur biodiversité et santé. Donc voilà ce genre de grandes questions qui est posé au sein de... Puis il y en a d'autres, on va ouvrir des groupes de travail sur les organes artificiels en 3D, 4D, sur l'intelligence artificielle. Donc vraiment qui sont issus directement des grandes questions de recherche. Puis il y a un deuxième aspect qui est plutôt autour de santé et société, et qui là touche à des choses qui sont au bord de la ligne jaune du politique, hein, c'est là où il faut faire attention, très attention, avec des sujets comme par exemple santé et migrants, on a un groupe de travail sur santé et migrants, l'accès à l'innovation thérapeutique, un groupe sur est-ce que la réponse au vieillissement institutionnel française assez monotypée est-elle la seule, hein, ou est-ce qu'il y a d'autres types de réponses qui pourraient être données ou en tout cas nuancées? Et puis bien sûr deux sujets assez récurrents qui sont la procréation médicale assistée. On rend d'ailleurs l'avis du CCNE qui est très attendu mardi prochain sur la PMA dans tout son ensemble.
Et puis sur bien sûr la fin de vie, mais j'avais considéré que ce n'était pas l'urgence compte tenu de la loi de 2016. Donc ces groupes de travail produisent, ensuite c'est validé en plénière, et puis ensuite il y a des avis, et on est, vous savez, que consultatif, mais c'est ce qui fait la force du CCNE, c'est justement d'être consultatif et autonome. Comment arrivent les sujets, les saisines? 50% de la part des institutions et 50% d'autosaisine. Là aussi c'est fondamental parce que quand on a le pouvoir d'autosaisine, eh bien on peut aller vers la direction qu'on peut diriger, je dirais, les grandes questions sur lesquelles on souhaite aller. Deuxième aspect que je voudrais aborder avec vous, c'est la révision de la loi bioéthique de 2018. Donc, dans la loi de bioéthique de 2011, le CCNE était mis en avant comme étant l'instance de pilotage de la réflexion sur une vision de public. Et donc c'est que le début, bien sûr, de la réflexion sur la révision de la loi bioéthique, qui ensuite doit se construire, être vu par les différentes instances au niveau de l'Assemblée nationale et être porté ensuite par le ministère. Mais le début de la réflexion, le démarrage, la réflexion d'ordre de débat public est maintenant entre les mains du CCNE. Ce qui est une lourde responsabilité. Le top départ pour nous est le 1er juillet 2017, donc dans 10 jours. Et je voudrais faire part de quelques réflexions de comment on va avancer. Encore rien n'est inscrit dans le marbre, tout va être objet de discussion. Il y a un maître mot pour moi dans la construction de cette loi de bioéthique, c'est le mot participation. Participation et avec l'ensemble des différents acteurs qui peuvent jouer un rôle. Alors le premier, c'est il existe un certain nombre d'instances éthiques, je dirais, au niveau Basic Science, qui existent sur l'INSERM, sur l'IRD, sur l'Institut Pasteur, sur le CNRS, et qui vivent leur vie un peu en silo, au sein de leurs grandes instances, et qui ne se voient pas. Donc je souhaiterais qu'on puisse les réunir toutes, et qu'on ait de la part des chercheurs plutôt fondamentaux, un retour des visions de quelles questions, eux, chercheurs plutôt fondamentaux, compte tenu des avancées de la science, vont-ils ou anticipent-ils de se poser pour les 5 années qui viennent? Là, on va regrouper tout ça, on va harmoniser tout ça, et puis en parallèle, je souhaiterais qu'il y ait une discussion et un rôle important pour les espaces éthiques régionaux, parce que vous êtes présents dans les régions, il y a des cultures différentes, la pensée française ne se joue pas uniquement dans le 7e arrondissement ou dans le 9-3, elle se joue aussi ailleurs. Il y a des sensibilités qui sont différentes et il y a une proximité avec la société civile qui se fait dans des conditions différentes de la région parisienne. Et donc je souhaiterais que les espaces éthiques régionaux soient vraiment on board dans cette discussion et de relation avec la société civile, qui n'est pas si facile que ça, même si on a envie de le faire, ce n'est pas si facile que ça, parce que quelle est-elle, qui sont les bons interlocuteurs en face, et donc peut-être, par exemple, mais ça d'abord qu'il n'y ait pas d'uniformité, chaque espace éthique régionaux a ses modes de fonctionnement, il est hors de question de les changer, qui s'emparent de 2 ou 3 sujets, pas plus à mon avis, qui ne sont pas forcément un sujet autour de la fin de vie, qui revient toujours, il faudra que certains s'en emparent, mais pas tous, et qui planchent, entre guillemets, qui fassent plancher, selon des modalités qu'ils auront à trouver, qu'on essaiera d'harmoniser un peu, mais pas trop, moi je suis pour la diversité, et qui fassent plancher sur quelques grands sujets, et qu'il y ait une construction qui se fasse dans le premier semestre de 2018, pour arriver à regrouper tout ça avec une réunion un peu centralisée, qui pourrait se faire au mois de juin dans un empile sur le retour et de confrontation avec les données plus scientifiques. Bon, donc on va le construire. Et j'arrive avec vraiment force de proposition pour le construire avec vous, et sans a priori. Je pense qu'il y a une possibilité aussi dans les espaces éthiques régionaux d'organiser une série de réunions avec les plus jeunes, parce que ça m'apparaît important. On va le faire à Paris, on l'a déjà fait avec les étudiants, mais ça m'apparaît vraiment important. Et puis, on fera aussi, parce qu'on est obligé de le faire de par la loi, une révision, enfin une vision plus nationale
de débat public avec une construction un peu plus formalisée, sans en faire une usine à gaz. Et merci Jean-Pierre de m'avoir présenté si gentiment. Je suis vraiment fondamentalement allergique aux usines à gaz. Je suis terriblement pragmatique. Et d'arriver à monter quelque chose au niveau national, et j'aimerais pouvoir le monter plutôt en banlieue parisienne pour montrer que ce n'est pas, une fois de plus, que l'éthique n'est pas seulement la vision d'une élite, elle est fondamentalement la vision d'une élite intellectuelle, mais qu'elle appartient aussi à chacun d'entre nous, et que chacun des citoyens, de par sa formation, peut arriver à contribuer à apporter un certain nombre de formations. Alors voilà où on en est avec le CCNE. Je voudrais vous dire juste un autre point de vision aussi que j'ai, c'est que le CCNE, il est trop français. Il est trop français. Et il faut maintenant qu'on ait une vision qui soit aussi plus européenne. On organise une réunion avec l'équivalent du CCNE allemand et anglais, qui sont des modalités différentes d'ailleurs, dans une semaine, pour partager sur, alors qu'il y a des avis différents, sur PMA et sur vieillissement. Mais je souhaiterais ensuite qu'on aboutisse à quelque chose de plus construit, avec des avis partagés peut-être avec d'autres pays européens. On va faire une construction partagée avec l'équivalent du CCNE canadien sur l'intelligence artificielle, parce que nos amis canadiens démarrent aussi une réflexion de ce type. Et puis, bien sûr, ça ne vous étonnera pas, compte tenu de mon passé, bon, j'ai un carnet d'adresses qui est très ouvert sur l'Afrique francophone et sur la francophonie, avec les ministres de la Santé, dont beaucoup sont originaires de l'aventure VIH, et beaucoup m'ont demandé déjà de dire comment tu pourrais nous aider pour une construction autour de la langue française. Et c'est vrai qu'en éthique, la langue est importante, les mots ont leur importance, la culture a son importance, et donc ça va être un des enjeux aussi d'arriver à construire un espace éthique francophone plus large et souverain sur ce qui, à mes yeux, est une priorité pour la France dans les 20 ans qui viennent, c'est sa vision africaine. Donc voilà, enfin, quelques grandes pistes, et donc bienvenue à bord pour cette aventure qui va être difficile mais passionnante de la révision de la loi bioéthique. Alors maintenant, je voudrais aborder avec vous quelques réflexions sur la médecine du futur, et ce que j'appelle par réaction un peu la place du malade du futur. Alors pourquoi je vous interpelle là-dessus? C'est parce qu'il y a plusieurs rapports, à la fois au niveau français mais au niveau international, sur la médecine du futur. Et au niveau français, c'est un rapport que je conseille à certains d'entre vous de lire, en tout cas, qui a été piloté par André Sirota, qui est l'ancien président directeur général de l'INSERM il y a 10 ans, et qui était une commande, il y a 3 ans, 2 ans et demi, de la ministre de la Santé, de la ministre de la Recherche et d'un certain ministre de l'Économie, qui entre-temps est devenu président de la République. Donc, vous savez, la majorité des rapports en France, ils sont bien faits, super bien faits, on les met dans un placard et on n'en parle plus. Et eh bien, je tout laisse à penser que ce rapport ne va pas s'arrêter là, parce qu'il va très loin dans sa vision de la médecine du futur, y compris sur des aspects de réorganisation de nos CHU, comme nouvelle plateforme et comme vision différente. Donc, aboutissant, il ne va pas dans le détail, évidemment, de leur structuration, mais il va jusque-là. Donc, on peut penser que ce rapport sera, en partie en tout cas, réactualisé très très vite. Et ce qui m'a frappé, bien que ça soit mon milieu, je suis issu de ce milieu-là, du milieu de la recherche fondamentale et très structuré, je ne le renie pas, ce qui m'a frappé, c'est qu'on ne parlait absolument pas de l'autre côté du miroir. Eh bien, une médecine du futur, so what, pour qui, pourquoi faire, quels sont les enjeux, quels sont les besoins, et qu'est-ce que pensent les patients de cette médecine du futur. Et vous savez que dans la vie, il y a du pouvoir, et il y a toujours du contre-pouvoir. Et c'est comme ça que ça marche. Hein. Les plus jeunes, retenez ce que je suis en train de vous dire. Hein. La vie, c'est pas du baby nounours, hein. C'est du pouvoir et du contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir, il faut l'organiser, et c'est là ce que je vais vous proposer rapidement dans les 10 minutes qui viennent. J'ai encore 10 minutes, ça va? Oui? 5 minutes? Allez-y, allez-y. 10 minutes, bon. Alors, cette médecine du futur, elle est construite sur 3 axes, en disant ce qui va bousculer les choses, c'est toute l'avancée de la génomique, c'est les dispositifs connectés, la médecine connectée,
et puis l'analyse des big data et des grandes données de santé qui vont tout révolutionner. C'est une évolution extrêmement rapide de toutes ces technologies, et surtout il y a des acteurs nouveaux qui n'existaient pas avant, c'est-à-dire c'est plus seulement le médical qui s'intéresse à ça, et vous savez que les très grosses structures américaines de bioinformatique, de type Google, etc., se sont regroupées, et que quand on interroge enfin il n'y a pas besoin de les interroger, ils le disent eux-mêmes, que ces grosses structures, Apple, tout ça, Facebook, ont comme priorité sur les 10 ans qui viennent l'enjeu de la santé et sont en train de recruter les plus grandes intelligences médicales aux États-Unis sur le sujet. C'est la même chose en Chine, c'est la même chose en Corée. Donc on a quelque chose qui est au niveau international sur des points extrêmement forts. Cette médecine du futur, elle nous est présentée comme quelque chose, une médecine idéale, avec une sorte d'idéal à atteindre pour une série de raisons. La première, c'est une approche qui est multifonctionnelle, qui quitte la pathologie, qui quitte une pathologie, une spécialité donnée, pour aller vers quelque chose de très transversal, où le malade est vu dans son environnement familial, son environnement sociétal, et où on recueille une série d'informations. Donc on va, et l'exemple typique de ça, et les médecins qui sont dans cette salle le savent, où on définit de nouvelles grands types de pathologies, qui s'appellent la maladie chronique, quelle que soit l'origine de cette maladie chronique. Et la réponse est à donner autour de ça, et le modèle est à construire autour de ça. Le deuxième point, elle est construite autour d'un malade qui est mieux informé et qui est connecté. Faut-il encore pouvoir être connecté? Mais en tout cas, c'est construit autour de ça. Le troisième point, c'est une analyse des données sur la base de Big Data, qui permet une aide à la décision en quittant l'aspect strictement individuel pour aller vers un aspect de masse, entre guillemets, et où finalement les erreurs de départ, de collection, etc. n'ont plus de grosse importance, parce que de toute façon, la masse critique est suffisante pour aborder et pour classer tel ou tel type de malade dans tel ou tel type de pathologie. Donc on est, vous voyez, quelque chose qui commence la relation médecin-malade est déjà vue d'une façon un tout petit peu différente. Le quatrième point, c'est bien sûr, c'est une médecine qui est connectée, avec des dispositifs de connexion, tant au niveau du malade, tant au niveau du médecin, tant au niveau de l'équipe soignante. On le voit déjà, hein, c'est déjà en train de se faire déjà beaucoup dans nos hôpitaux, mais là c'est une dimension qui est complètement, totalement nouvelle de par son importance. Et donc, finalement, le malade est un objet de connexion, mais il est lui-même un objet d'information, où il fournit une série d'informations, à la fois à titre individuel, mais qui vont le dépasser et se mettre avec une vision plutôt sociétale. Donc cette médecine, elle est considérée comme une médecine des 4 P, retenez-le, hein, c'est la médecine qui est prédictive, c'est une médecine qui est préventive, c'est une médecine qui est personnalisée, et c'est une médecine qui est participative. Et là, je commence à mettre des points d'interrogation sur le participatif. Jusqu'où va-t-on? Qu'explique-t-on? Qu'y a-t-il derrière la notion de participation? Alors, elle engendre, et c'est un des 2 ou 3 derniers points de cette médecine du futur, elle engendre des métiers nouveaux, parce que l'équipe médicale n'est absolument pas suffisante, l'équipe soignante n'est absolument pas suffisante. Il faut qu'à l'intérieur de nos équipes, on ait des capteurs d'information. Mais au niveau, je dirais, de la petite unité, on ait des nouveaux métiers d'informaticiens, mais d'informaticiens connectés qui soient directement dans la relation. Donc c'est des nouveaux métiers qu'on n'a pas en France, hein, ou qu'on a beaucoup de mal à trouver, qui commencent par contre, qui sont hyper développés dans les pays d'Asie du Sud-Est. Donc là aussi, des enjeux, évidemment, qui sont importants. Et puis, il y a un maître mot dans tout ça, il y a un effet de coordination, où l'équipe soignante devient une sorte de plateforme de coordination avec des tas d'informations qui arrivent au niveau individuel, mais au niveau aussi des big data, et où donc le risque, mais je vais y revenir, est évidemment que l'information domine au détriment de la relation individuelle. L'autre mot-clé, qui est un mot qu'on met à toutes les sauces en ce moment, c'est le mot innovation technologique. Hein. Si on ne parle pas d'innovation technologique dans un projet qui soit hospitalier ou de recherche, on est mort, et donc ça conduit, et c'est là où je disais que ça conduit quand même à un changement de structure. Le CHU, avec les services par spécialité, y compris même si on développe ça au niveau, non pas seulement des services, mais des pôles, c'est un CHU qui est mort, qui est derrière nous,
puisque ça devient plutôt un CHU qui se restreint, qui est beaucoup plus d'une plateforme technologique et qui est terriblement ouvert sur l'extérieur. Donc avec quelque chose un nouveau modèle extrêmement différent, avec des nouveaux métiers. Ça secoue quand même, hein, tout ça. Hein. C'est des choses, et c'est à nos portes. Hein, c'est pour ça que je me permets d'attirer un tout petit peu votre attention. Alors, quelles remarques? Et je terminerai sur les remarques, je vous rassure. La première, on parle de révolution médicale et de révolution dans la relation au niveau des médecins. Moi, je dis oui, mais bon, j'ai l'âge pour le dire, bien sûr. Là, les médecins et les soignants, vous vous êtes adaptés de façon extraordinaire. Hein. Depuis 30 ans, le renouvellement des connaissances en médecine, c'est 5-6 ans. Il y a, bon, les gens ne le savent pas suffisamment en dehors de nos métiers, et ça a déjà énormément changé. Le neurologue d'il y a 30 ans, il n'a plus rien à voir avec le neurologue de maintenant. Bon, on pourrait citer toute une série d'exemples. Les grandes plateformes technologiques de grands laboratoires, elles sont déjà réalisées sur un certain nombre de gros sites. Bon. Donc, c'est à la fois une révolution, mais il y a une capacité du corps des soignants à s'adapter à ces révolutions qui est assez remarquable. Moi, je dis toujours, bon, on peut toujours taper sur le corps des soignants, les médecins à l'hôpital. C'est un corps qui réagit, qui a su réagir, qui a su évoluer, qui est plastique et qui l'a déjà montré. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une si grande révolution que ça. Deuxièmement, la notion de maladie chronique. Ça, par contre, c'est très fort. Je pense qu'il faut, pour les plus jeunes d'entre vous, que tout en laissant dans votre tête certaines formes de pathologie, puisqu'on rentre par les pathologies, la réponse qu'on va donner de plus en plus va être autour de grandes plateformes de maladies chroniques, avec des expertises partagées, et donc ce qui pose quand même des enjeux de répartition du corps. Alors vous allez me dire, tout ne va pas se résoudre avec les pathologies chroniques. Il y aura toujours le polychroma du gamin qui se viande sur le périphérique un samedi soir, où il faut 3 équipes chirurgicales pour aller dessus. Mais il y aura en tout cas sur une bonne partie de notre activité, cette notion de maladie chronique est essentielle. Le troisième point, pour former l'information, pour être connecté, pour porter l'information, il faut pouvoir être connecté. Alors, on est de plus en plus connecté, c'est vrai. Mais il y a des populations déshéritées, il y a les migrants, il y a les populations âgées, où la connexion n'est quand même pas d'une évidence si grande. Alors on me dit, mais tu te trompes, tu as 20 ans de recul, on va mettre une puce chez toutes les personnes de plus de 70 ans, et puis ça va le faire. Bon, ok, mais jusqu'à quel point elles vont donner leur avis, elles vont comprendre ce qui va se passer sur des personnes ayant une maladie neurodégénérative, jusqu'à quel point, à qui appartient l'information à partir de cette connexion. Donc il faut pouvoir être connecté, c'est pas si évident que ça. Le patient connecté, donc, qu'est-ce qu'il va donner comme consentement? Et ça repose la question globale de qu'est-ce qu'un consentement en 2017-2018. Je crois que notre notion de consentement qui s'est construite au fur et à mesure du temps, et en particulier dans les essais thérapeutiques, dans la recherche clinique, est derrière nous, parce que quand on est à partir de masses de ce type, et avec un opérateur qui s'appelle Google, vous voyez bien que le consentement, il y a quelque chose qui ne va plus. Hein. Il a complètement changé, il est en train de complètement changer par rapport à ce qui se fait. Où est l'intérêt individuel? Où est l'intérêt général? Qu'est-ce qu'on est prêt à livrer? Qu'est-ce qu'on est prêt à ne pas livrer? Jusqu'où peut-on livrer des questions environnementales? Et c'est toutes ces questions qui vont se poser. Enfin, dans les derniers points, c'est la fiabilité des données. C'est-à-dire qu'on est dans des modèles où on a construit en recherche clinique quelque chose qui avait des données extrêmement solides, fiables, avec un consentement, avec un recueil de ces données. Et là, les big data vont gommer tout ça. Et on nous dit que ce n'est pas grave s'il y a des erreurs dans les données initiales, parce qu'il y aura des erreurs en plus, il y aura des erreurs en moins, et le résultat final sera, la masse critique est telle que de toute façon l'information sera là. Moi, je dis pourquoi pas, mais une fois de plus, ce qui me fait peur, c'est le côté très usine à gaz de tout ça, parce que qui va être capable de piloter l'avion et dans ces notions, dans le recueil des big data, et nos équipes de santé publique, d'épidémiologie sont, pour la immense majorité des cas en France, ne sont pas à la hauteur du rendez-vous qui leur est demandé, parce que
C'est pas qu'ils en soient pas capables, c'est qu'on leur a pas donné les moyens, et parce que c'est des enjeux fantastiques qui ne sont pas encore compris. Donc, pour terminer, peut-être 2-3 points. Là, je vous parlais du Nord, mais vous imaginez sur une recherche au Sud, hein, c'est en train de révolutionner, et pourtant c'est un des endroits, où, à mon avis, où ça va aller le plus vite. Pour ceux qui connaissent un peu les enjeux de la recherche au Sud, vous savez que, y compris dans des pays pauvres d'Afrique de l'Ouest, ils ont sauté l'étape du téléphone fixe pour aller au téléphone portable. Ils sont dans une appétence de l'information et de la connexion qui est beaucoup plus grande que chez nous, à la fois au niveau des médecins et au niveau des patients. Nous avons monté des essais vaccinaux, des essais dans le cadre du VIH et des hépatites, avec déjà des objets connectés, entre guillemets, et une série d'informations que nous n'aurions pas pu monter en France. Toute la construction autour des nouveaux enjeux de porteurs de signaux d'alerte et des réseaux d'alerte et de surveillance dans les pays du Sud, où c'est le citoyen lui-même qui donne des signaux d'alerte, se construit à partir des portables et à partir des réseaux, et les compagnies téléphoniques françaises, égyptiennes, qui tiennent une place très importante en Afrique de l'Ouest, sont en train déjà de construire des réseaux de ce type. Donc là aussi, à qui appartiendra l'information? Quand on fait de la recherche avec eux, les datas du Sud, ils sont acquis. Enfin, vous voyez toutes les questions qui vont se poser et qui ne sont pas résolues. En conclusion, la médecine connectée, la médecine du futur, elle implique un patient du futur sur lequel on doit s'interroger sur qu'est-ce qu'il souhaite. Toutes ces nouvelles technologies, cette construction de nouvelles technologies, c'est pour faire quoi? C'est quels enjeux? Quels sont nos besoins? Quels sont les besoins des personnes qui sont souffrantes? Et d'un côté, il est hors de question de freiner cette nouvelle médecine du futur, mais il est question d'y mettre une partie participative avec un avis autour de la société civile. On voit bien l'opportunité extraordinaire qu'il y a pour la recherche, donc je me nierais si je ne la voyais pas, mais et aussi pour un certain nombre d'organisations des soins qui, à mon avis, vont être revisitées. Là où je dis attention, c'est pour la personne elle-même, qu'elle soit d'ailleurs dans le curatif ou dans la prévention, quelqu'un qui participe à des essais de prévention, où ça va se situer. Le patient, comment va-t-il pouvoir affirmer, entre guillemets, son positionnement, et comment va-t-on l'aider à construire son positionnement autour de ça? Être porteur d'information, c'est bien, faut-il encore que le retour et que les conditions de cette information et de la gestion de ces informations puissent se faire. Derrière tout ça, il y a un problème de gouvernance. Qui fait quoi et qui va gérer ça? Et là, je suis assez pessimiste, parce que je voulais indiquer au début, eh bien, il y a des entités qui ne sont pas du tout du domaine de la santé, qui sont en train de rentrer là-dedans à vitesse majeure, de très grandes sociétés américaines et chinoises. L'OMS a baissé les bras, c'est-à-dire est dépassée par les événements. Hein. Je suis allé les voir, je les ai interpellés sur ce sujet. Il y aura peut-être, avec un nouveau directeur de l'OMS qui arrive, un enjeu de ce type. Et donc, on va revenir à des questions autour de l'Europe qui se posent, vous le savez, Google, sur d'autres aspects, les aspects financiers, les autres aspects. Mais là, ça nous touche directement. Ça vous touche directement. C'est la médecine dans laquelle vous allez être dans les 10 années qui vont venir. Hein. Vous n'avez même pas à choisir. Hein. Vous n'avez pas le choix. Elle est là, elle va se produire, plus ou moins rapidement selon les endroits. Et donc, c'est votre réaction qui est importante. Et c'est la réaction des patients qui va être importante. Donc, je le disais, ce problème de gouvernance est un problème majeur, et il y a un pouvoir qui va s'installer avec cette médecine de demain, et je réclame un peu un contre-pouvoir et une contre-réflexion éthique portée éventuellement par le CCNE ou portée de façon plus globale autour de cette réflexion pour les années qui viennent. Parce que, et je terminerai là-dessus, ne soyons pas naïfs, derrière tout ça, il y a un immense marché financier qui est en train de se mettre en place. L'industrie pharmaceutique a compris qu'elle était au bout de ce qu'elle pouvait faire en termes d'innovation technologique et d'innovation thérapeutique pour le coût, et on l'a bien vu, les débats majeurs qui s'installent
autour du traitement de l'hépatite C, mais surtout maintenant des nouveaux traitements anticancéreux avec les traitements immunothérapeutiques, où on aboutit à des projets de traitement qui vont être de l'ordre de 400, 500 000 euros par an. Enfin, c'est-à-dire que les sociétés ne pourront pas suivre. Donc, les big pharma ont compris que c'était fini, qu'elles allaient être obligées de passer à autre chose. Et donc, il y a un investissement majeur qui va se faire dans toute cette médecine connectée, dans toute cette médecine du futur. Et donc, il ne se fait pas par hasard, parce qu'il va se faire parce qu'il y a de l'argent à faire. Réflexion pour les plus jeunes, de ne pas vous laisser embarquer dans cette médecine du futur sans penser aux patients du futur. Merci beaucoup.